Depuis 2021, le Sahel est marqué par une instabilité institutionnelle avec la succession de coups d'État. L'Europe, dont la France au premier rang, est aujourd'hui contestée dans les capitales burkinabé, maliennes et nigériennes. Le Kremlin est devenu aujourd'hui l'allié providentiel des régimes militaires. L'Europe a-t-elle encore sa place au Sahel? Pour en parler, je reçois la représentante spéciale de l'Union européenne au Sahel, son Excellence Emmanuela Delrey. Bonsoir et bienvenue dans le Face à Face. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé Sud. Avec vous, nous parlerons de la situation au Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée-Conakry ont connu différents changements institutionnels ces dernières années. Quel regard portez-vous sur ces différents pays aujourd'hui? D'abord, merci à vous pour m'avoir invité. C'est toujours très important de parler du Sahel parce que le Sahel est, comme je dis toujours, pour l'Union européenne, notre vraie frontière méridionale. Alors, merci encore une fois. Pour ce qui concerne le coup d'État dans la région du Sahel, bien sûr, c'est un problème énorme parce que d'un côté, il y a une tradition de changement de pouvoir à travers des coups d'État. Mais le pouvoir est pris par des gens qui s'installent et qui commencent à travailler en donnant l'illusion à la population que ça peut marcher, mais il y a un problème institutionnel très grave parce que l'ordre constitutionnel est trahi. Et aussi, il n'y a pas un gouvernement légitime qui peut garantir la stabilité et la durabilité de la situation que le coup d'État va créer. Alors pour nous, l'Union européenne, les coups d'État récents au Sahel sont des problèmes parce que nous voulons qu'ils retournent à l'ordre constitutionnel et qu'ils vont commencer une transition vers les élections pour avoir un gouvernement légitime avec lequel on peut travailler bien comme on a fait jusqu'à ce moment dans notre partenariat pour créer des situations de durabilité et surtout pour construire le futur ensemble. Est-ce que c'est encore possible de revenir à l'ordre constitutionnel? On a vu que le Burkina Faso a prolongé sa transition de 5 ans, le Mali aussi envisage de prolonger sa transition, a suspendu les activités politiques dans le pays. Est-ce qu'on n'est pas lié, on ne se tourne pas vers une stabilité de régime militaire aujourd'hui dans le Sahel? Je parle toujours avec les représentants de la junte à tous les niveaux, du président, le chef d'État, au ministre, mais aussi avec la population. Pour ce qui concerne le leadership, la raison pour laquelle ils disent que c'est impossible de terminer la transition dans une période très courte est qu'il y a des problèmes de sécurité énormes. C'est vrai que dans ma vie, et surtout ma vie sur le terrain, dans des zones de conflit, j'ai pu vérifier que c'est possible de faire des élections aussi quand il y a des problèmes de sécurité. Pour le moment, les gens continuent à dire que c'est impossible, que nous devons l'aider à résoudre les problèmes de sécurité avant de penser aux élections et à terminer la transition. Je dois dire que ce discours peut être accepté jusqu'à un certain point parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité, mais c'est aussi nécessaire de rassurer la communauté internationale qu'il y a la volonté de terminer la transition. Et comme je dis récemment à toutes les autorités burkinabées, par exemple, et pour nous, les élections ne sont pas seulement une journée, le jour électoral. C'est un processus qu'on est prêt à accompagner avec, bien sûr, un soutien qui peut permettre d'établir la commission électorale centrale et autres choses qui font partie vraiment d'un processus qui peut créer un système de gouvernance durable pour le futur. Alors, comme vous voyez, pour nous, c'est une question de trouver un équilibre. Bien sûr, on ne peut pas interférer au-delà de notre pouvoir parce qu'on peut conseiller, on peut accompagner. Et je pense que les décisions que les gens ont prises, si ce sont seulement des décisions qui veulent conserver leur pouvoir, ne sont pas une bonne chose pour les populations et pour les relations qu'ils ont avec les partenaires. Je
j'espère qu'ils vont commencer à faire des pas concrets vers le retour à l'ordre constitutionnel et surtout pour avoir des gouvernements légitimes. Dans vos échanges avec ces différents dirigeants militaires, est-ce que vous ressentez de leur part une volonté d'aller vers les élections? Ils me répètent toujours qu'ils veulent le faire, mais qu'il y a des obstacles concrets comme la question de sécurité. C'est vrai que les territoires énormes de ce pays et les problèmes de sécurité, par exemple au Burkina Faso, 40% au moins du territoire est sous contrôle des terroristes, c'est vrai que c'est difficile. Encore une fois, au Burkina Faso, il y a plus de 2 millions de déplacés, bien sûr, c'est un problème. Comment on peut faire enregistrer tous les voteurs et créer des situations qui peuvent faciliter le processus électoral? Ce sont des problèmes énormes, mais par exemple, récemment, il y a eu des élections dans des pays qui ont des problèmes aussi. Par exemple, le Tchad, il y a eu des élections au Togo, il y a eu des élections au Sénégal. C'est pas facile, on le sait très bien, mais il doit avoir un peu de volonté. Bien sûr, comme j'ai dit, l'Union européenne est à côté de la population. Alors on insiste sur cette question, mais en même temps, on va continuer à fournir l'aide humanitaire et surtout à protéger notre projet au développement qui vont vraiment bénéficier la population. Au Niger, le président Bazoum est retenu, est toujours détenu. Comment l'Union européenne s'implique personnellement dans la libération de l'ex-président nigérien? Alors, du début de coup d'État qui a eu lieu l'année passée, qui était un choc pour nous, parce que si vous pensez que 2 semaines avant le coup d'État, j'ai accompagné M. Borrell dans une visite officielle au Niger et j'étais vraiment fière d'avoir inauguré une centrale électrique énorme avec 56 000 panneaux solaires qui allaient illuminer un tiers de la ville de Niamey. Vous savez qu'au Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest, l'électricité est un problème énorme. Alors j'étais très fière de ça. Et le coup d'État qui a eu lieu 2 semaines après cet événement, c'était un choc pour toute la communauté européenne. Bien sûr, pour ce qui concerne le président Bazoum, que je connais depuis longtemps et est très apprécié par tous les représentants de l'Union européenne, a été encore une fois un moment de grandes difficultés parce que le fait qu'il a été emprisonné sans vraiment être mis en accusation et qu'il n'y a pas eu un procès, que c'est quelque chose d'arbitraire, pour nous c'est inacceptable. Et à part la dimension humaine, que c'est normal parce que savoir qu'il y a un homme sans avoir été accusé qui est emprisonné, c'est quelque chose d'inacceptable dans notre mentalité qui est basée sur un système judiciaire. On a appuyé tout le temps la CEDEAO parce qu'on a décidé de, bien sûr, accompagner la CEDEAO dans ses décisions parce que la CEDEAO est l'organisation régionale la plus importante et il y a toutes les possibilités de la CEDEAO pour s'occuper de cette crise. Et bien sûr, dans ce moment, on insiste chaque jour pour la libération du président Bazoum. On espère qu'on va l'obtenir. Je sais qu'il y a beaucoup de négociations aussi de la part des Africaines, mais bien sûr, pour l'Union européenne, c'est important de répéter chaque jour que c'est nécessaire de le libérer parce qu'il n'y a pas de raison pour tenir quelqu'un en prison sans avoir vraiment des accusations concrètes. Vous parlez tout à l'heure de la CEDEAO qui envisageait de recourir à la force pour libérer le président Bazoum. Est-ce que vous pensez que les dirigeants ouest-africains ont bien fait d'abandonner cette idée-là? J'étais là quand la CEDEAO a décidé, j'étais à Abuja quand la CEDEAO a décidé parce que j'ai participé au sommet comme observateur, bien sûr, parce que l'Union européenne n'est pas impliquée. Et on a observé le processus décisionnel qui a amené la CEDEAO à prendre cette décision, à parler d'une intervention militaire, par exemple. Du début, je pense que tout le monde savait que c'était difficile pour plusieurs raisons. Par exemple,
le fait que le Nigeria est le voisin du Niger, que la population est la même. Il y a beaucoup de problèmes. C'était nécessaire de montrer la gravité de la situation parce que vous savez très bien que dans l'Afrique, il y a cette tradition de faire des coups d'État et cette série de situations inacceptables doit terminer. Alors c'était nécessaire de faire ça aussi parce que, je dois dire, le Niger était dans une phase historique très positive. Il avait démontré d'avoir la volonté d'avancer. Il y avait beaucoup de projets, de partenaires. Bien sûr. Alors, pour nous, je pense que la CEDEAO a bien fait à faire comprendre la gravité. Bien sûr, dans l'histoire, vous le savez très bien, les choses peuvent changer. Il y a eu des adaptations à la situation chaque jour qui passait. Maintenant, je pense que c'est nécessaire de continuer les négociations et de faire comprendre à la junte que c'est nécessaire d'ouvrir le pays et surtout de protéger la population. Le dialogue aujourd'hui difficile entre le Niger qui a rejoint le Mali et le Burkina Faso pour former l'AES. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle alliance? Est-ce que vous vous impliquez auprès de la CEDEAO pour le retour de ces pays-là à la maison? Alors, la première réaction de l'Union européenne a été une réaction de surprise, pas seulement pour l'Alliance, parce que l'Alliance au début semblait être une alliance pour faire face à des problèmes de terrorisme, surtout dans la région des trois frontières, Liptako-Gourma, et la CEDEAO même avait faire, comment on peut dire, une action pour aider les trois pays. La surprise est venue quand les trois pays ont décidé d'abandonner la CEDEAO, parce que c'est une décision dangereuse pour eux aussi, parce qu'ils sont enclavés, parce qu'ils sont très pauvres, et je pense que l'unité dans une situation, par exemple, comment on peut dire, de groupes de pays dans une organisation régionale peut aider les pays qui se trouvent dans difficulté à avoir un peu d'appui, non, de tous les autres pays. Mais maintenant, c'est une réalité et je pense que nous sommes devant une reconfiguration de la région. Je pense qu'il y a des alliances qui se créent, des mouvements internes. Le G5 est terminé, mais n'est pas vraiment terminé parce que le Tchad et la Mauritanie veulent le faire vivre encore un peu. Alors, on doit attendre un peu pour comprendre mieux. Bien sûr, comme je dis au début, l'Union européenne reste à côté de la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est la voix de la région. Et je pense qu'avoir de l'intégration régionale, c'est la seule manière de sortir des crises profondes. Et je pense que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le savent, et ils doivent se rendre compte que c'est nécessaire de trouver des solutions créatives et surtout des solutions qui peuvent être vraiment efficaces. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, déclarait en 2023 devant les eurodéputés que l'Union européenne avait échoué à renforcer la démocratie dans la région. Est-ce que vous partagez ce constat? Alors, je sais que ça c'est un débat très fort dans la région et je suis d'accord, quelqu'un dit que je suis sahélienne, c'est un honneur pour moi quand elle le dit, mais je dois dire que je me rends compte que c'est difficile de penser que dans le Sahel c'est obligatoire d'appliquer le concept de démocratie comme nous l'entendons et comme les modèles que nous avons appliqués. Bien sûr, on défend notre modèle parce que le modèle marche bien et les Sahéliens le savent très bien parce qu'ils ont une grande relation avec la diaspora, mais même avec l'Union européenne. Ce que Borrell voulait dire dans sa déclaration, il a un homme de grande vision, c'est que peut-être notre intervention qui est basée sur l'idée que la gouvernance est au centre de tous les problèmes de la région doit être un peu plus concrète et on doit faire un peu plus d'efforts pour aider les pays à réaliser un système de gouvernance qui peut garantir aux populations, par exemple, l'accès aux services de base qui n'existe pas, malheureusement, pour plusieurs raisons. Mais c'est quelque chose qui peut faire face vraiment à la crise énorme que la région traverse. Alors, je pense qu'il voulait dire ça, qu'on a essayé d'introduire un concept de gouvernance plus articulé, plus efficace
bien sûr, dans le cadre de notre partenariat, parce que nous sommes des partenaires, ça veut dire qu'on marche ensemble, qu'on est égal, qu'on doit trouver des solutions partagées. Et c'est ça qu'on essaye de faire chaque jour. Ce n'est pas facile dans ce moment, on va continuer. Des sanctions ont été prises par l'Union européenne en 2021 contre Wagner pour des actions de déstabilisation menées en Europe, mais aussi en Afrique. 3 ans plus tard, quel bilan faites-vous de ces sanctions-là? Le groupe paramilitaire reste encore un allié providentiel des régimes militaires au Sahel. Pour le moment, Wagner reste au Mali. Ouais. Et je dois dire que, vous l'avez dit vous-même, hein, parce que quand vous parlez d'un groupe paramilitaire, c'est dangereux. Parce que vous le savez très bien, Wagner est arrivé au Mali sans contrat, sans de règles d'engagement précises. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quelle était leur raison d'être sur le territoire. C'est quelque chose qui était dangereux aussi pour la population. Et malheureusement, je dois dire qu'il y a eu des témoignages de conduite qui n'est pas acceptable par Wagner sur le territoire malien. Accusations qu'on doit vérifier, mais ce sont des choses qui ont eu une influence très forte sur l'opinion publique en général et surtout sur l'Union européenne. Pour nous, c'était vraiment une ligne rouge. Je l'avais dit aussi au président Goïta, il se souvient de ça, parce que j'avais dit on ne peut pas accepter qu'après 13 ans dans lesquels on a contribué à l'entraînement de votre armée, parce qu'on a entraîné, formé 20 000 soldats maliens, 20 000, qui ont été formés par nous, avec nous, pour eux et pour nous aussi, parce qu'on a travaillé ensemble. Et à la fin, les soldats maliens pourraient devenir des soldats qui travaillaient avec le Wagner. Pour nous, c'était quelque chose de vraiment difficile à accepter. C'est pour ça que ça a eu un énorme impact sur notre relation. Maintenant, la situation a changé 3 ans après. Parce que, par exemple, le Mali a commencé à parler d'une relation État-État avec la Russie. Et bien sûr, sur ce plan, on s'est réorganisé, on a discuté sur des bases différentes. Mais bien sûr, la question reste qui sont les alliés, quel choix vous faites, qu'est-ce que vous avez obtenu de certains acteurs qui, dans ce moment, ont mis en danger l'ordre global. Ce sont des questions que les gens se doivent poser, parce que quand vous avez un grand État comme le Mali, un État noble, de grande histoire, je le connais très bien, qui a vraiment contribué beaucoup à l'histoire mondiale, et alors vous devez vous demander quel est votre futur. Si vous connaissez votre passé, pensez à votre futur. Et le futur, je pense, n'est pas là où il y a quelqu'un qui a causé des problèmes énormes à l'ordre mondial. Mais lorsqu'on voit dans les rues bamakoises, au Burkina Faso, au Niger, des jeunes qui brandissent le drapeau russe, est-ce que vous comprenez cette fascination pour le maître du Kremlin? Alors, c'est facile d'avoir des moments de fascination, mais je dois dire que je fais confiance vraiment dans la population malienne, comme la population de toutes les Sahel. Vous pensez qu'elle est téléguidée par le régime militaire? Je pense qu'il y a vraiment de fascination. On le voit aussi par tout le monde. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème est de trouver un équilibre. Parce que je fais confiance vraiment dans la société civile malienne. Je sais que malheureusement, l'espace d'expression libre se réduit, on doit être sincère, que par exemple l'action de partis politiques a été interdite au Mali et aussi au Burkina Faso, par exemple, et ça c'est un signal qui veut dire qu'il n'y a pas la volonté de favoriser le mouvement de pensée. Quand on est devant des pays qui ont vraiment créé des mouvements de pensée pour le monde, si vous pensez à Thomas Sankara et si vous pensez à tous les mouvements, par exemple les citoyennes, les ballets citoyennes et autres choses, et aussi tous les grands activistes du Mali et les grands intellectuels, on doit favoriser ce mouvement de pensée. Alors, quand on pense qu'il y a des groupes de personnes qui brandissent le drapeau de la Russie, je ne pense pas que ça, c'est le signal qu'il y a une faveur totale vers un acteur ou l'autre. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Chine qui est un acteur majeur dans la région. Comment l'Union européenne aborde ses relations avec Pékin? Est-ce un allié ou un ennemi?
Alors, dans le passé, je dois dire que quand on parle de la Chine et de la Russie, ils ne sont pas des acteurs qui travaillent sur le territoire salien d'hier. Ils ont été des amis des pays de l'Afrique en général et du Sahel en particulier depuis 50 ans, je pense, 60 ans. Alors, le problème n'est pas s'ils sont des alliés ou non. Le problème est leur attitude vers nous. Parce que pour nous, c'est impossible de se porter comme des ennemis. Pour nous, on reste l'Union européenne à côté de la population, on fait une énormité de projets de coopération au développement, on est impliqué dans l'aide humanitaire, nous sommes les premiers fournisseurs d'aide humanitaire dans le Sahel, comme dans le monde, je suis fière de dire ça, et on a donné beaucoup de soutien sécuritaire. Alors, le problème n'est pas qui ils sont, le problème est leur attitude. Par exemple, dans ce moment, on a un problème énorme. Vous avez parlé des populations qui brandissent le drapeau russe. On a un problème énorme qui est constitué par la désinformation. Désinformation, qu'est-ce que veut dire? Qu'il y a des systèmes très raffinés pour diffuser une image pas réalistique de l'Union européenne, pour créer des mythes très simples, mais vous le voyez aussi dans les réseaux sociaux, dans tout le monde. Dans TikTok, oui. TikTok, les influenceurs et autres qui sont vraiment des gens néfastes qui peuvent avoir une influence vraiment négative sur la population. Et malheureusement, la situation dans les pays du Sahel est vraiment complexe. Il n'y a pas l'électricité, la connexion ne marche pas très bien. Et ils ont des téléphones mobiles, mais en même temps, ils ne font vraiment pas partie du débat global. Ils sont exclus, la grande part de la population. Alors c'est facile de manipuler. Et pour nous, ça c'est la question principale. Et je dois dire que la Russie l'a fait depuis longtemps. Maintenant, aussi la Chine a commencé à utiliser l'instrument de la désinformation. Et ça, c'est grave, je pense, parce que c'est nécessaire que les gens puissent juger par leur-même quelle est la réalité, qu'ils sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font. Difficile. On a mis en place une task force pour contrer la désinformation, mais on va respecter la liberté et surtout la légalité. Et alors, par exemple, si la Russie développe de trolls tout le temps, et la Chine aussi, et nous ne pouvons pas le faire parce que nous voulons respecter la liberté et surtout la légalité. Alors vous comprenez que c'est une question difficile pour nous, rester avec notre identité comme partenaire. Excellence, on va terminer avec l'immigration. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne est aujourd'hui débordée? Alors, quelquefois, les étudiants aussi, quand je parle avec les jeunes, parce que je suis aussi professeur, et ils me demandent, on ne doit pas parler de la migration. Je dis, grâce à Dieu, on parle de la migration, parce qu'on doit parler de la migration. Il y a des morts dans la Méditerranée, il y a des morts dans les déserts. On doit parler de la migration parce que c'est un problème énorme. La première chose que je dis comme politicienne, et surtout à les Européennes, est que la migration est un problème vraiment africain. Parce que la plupart des migrations se passent entre les pays africains, sud-sud, ce n'est pas sud-nord. Nous avons une migration vers le nord, mais le problème est qu'on n'a pas trouvé de solutions durables. On doit, d'un côté, favoriser le développement du pays pour assurer aux populations l'accès aux services de base. Aussi parce que si vous parlez avec quelqu'un qui est contre la migration avec une position idéologique, vous pouvez lui dire, à part tout, si vous voyez la pression démographique, on va être africaine. L'Europe va être aussi africaine, bien sûr. Alors, on veut vraiment que les gens africains aient la même qualité de vie qu'on a, parce qu'on doit partager le futur. Alors, c'est une nécessité d'investir encore plus dans le Sahel pour favoriser la fin de la menace terroriste et de la criminalité, le trafic d'êtres humains surtout, et surtout pour vraiment créer un système de gouvernance qui marche. Par exemple, l'accès aux services de base, l'éducation, la santé, l'eau potable et autres choses. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne la migration qui est déjà en place, on doit favoriser l'immigration légale. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut mettre en place. Ce n'est pas seulement créer des centres de concentration
pour les migrants. C'est nécessaire de faire des programmes, par exemple, de travail qui va suivre les saisons, avoir des voies légales, favoriser une certaine éducation aussi pour notre pays. Il y a beaucoup d'opportunités. Il manque, bien sûr, la volonté politique quelquefois, parce que, comme au Sahel, la question du marché interne politique a une influence très forte. Alors, il y a une manipulation. Mais laissez-moi dire le dernier mot. Par exemple, il y a en Italie, vous savez qu'il y a un discours très fort sur la migration, et surtout dans ce moment avec le gouvernement de Meloni. Mais c'est intéressant de voir, comme dans d'autres pays européens, qu'une chose est le discours idéologique, l'autre chose est la rationalité. Il y a cette dyscrasie entre les deux parce que, par exemple, le gouvernement Meloni a fait un décret pour la migration légale qui est un décret vraiment positif. 460 000 migrants en 2 ans légaux pour favoriser la migration légale, comme je dis, et aussi pour favoriser le travail dans notre pays. Et je dois dire que les migrants dans notre pays ont contribué énormément à notre développement aussi. Donc pour vous, l'immigration est une chance pour l'Europe aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et je pense toujours à la diaspora. La diaspora, c'est une ressource énorme et j'espère qu'on va encore plus l'exploiter dans une manière positive, bien sûr, parce que la diaspora est notre pont entre l'Afrique et l'Europe. On doit parler plus avec eux. Je suis toujours en contact avec la diaspora parce qu'il y a beaucoup de groupes très intéressants. Ils ont l'expérience, ils ont vraiment la culture. Ils peuvent nous faire comprendre comment développer un langage vraiment européen, africain, européen, comme vous voulez, pour se comprendre mieux, pour travailler mieux pour le futur. Mais ce n'est pas rhétorique, hein, c'est la réalité. On doit être très concrète. Merci beaucoup, Excellence. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro du Face à Face. Merci encore à vous. Hein. Merci.